Tu es fini, pousse-toi. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je l'ai entendu très clairement dans le sourire collé sur son visage pendant qu'elle balançait mes affaires dans la cour. Mes jupes, mes photos, même le manteau de laine que m'avait tricoté ma sœur, tout volait comme de vieux chiffons sans propriétaire. Elle croyait vraiment que le moment était venu où je me ferais petite et où je disparaîtrais enfin de ma propre maison. Elle se trompait. Mon plan a commencé à cette seconde précise, alors que je restais immobile près du seuil, sans dire un mot, en la regardant. Je revenais de l'enterrement de ma sœur à Rennes. Un voyage gris, long, plein de cafés pris dans des aires d'autoroute et de souvenirs avalés avec la fumée des clopes des autres. Quand le taxi a tourné dans notre rue, en banlieue de Lyon, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Les volets roulants du salon étaient remontés au maximum, le portail bâillé, il y avait des cartons empilés contre le trottoir. Le taxi est reparti, me laissant seule dans le silence un peu collant de la mi-journée. C'est là que j'ai entendu un bruit sec, le craquement de quelque chose qui se casse. J'ai contourné le pavillon par le petit passage latéral et je l'ai vue. Clara, ma belle-fille, se tenait au milieu d'un chaos soigneusement organisé. Des tas de vêtements, des livres éventrés, des cadres photos, des nappes, des cartons remplis de bibelots, tout était éparpillé sur les dalles de la terrasse et sur le gravier. Elle portait des gants de ménage roses et une queue de cheval tirée si fort qu'on aurait dit qu'elle voulait remonter le temps en se tirant les traits vers l'arrière. Chaque geste était vif, sûr, comme celui de quelqu'un qui se sent légitime. « Ah, vous voilà enfin, Jeanne !» a-t-elle lancé, sans même un bonjour. « J'ai profité que vous étiez partie pour faire un grand tri. Franchement, il était temps de vider un peu ce musée. » Elle a donné un coup de pied dans un vieux tabouret que Paul avait réparé 10 fois. L'objet a roulé jusqu'à mes pieds. Je n'ai rien dit. Je me suis avancée vers un carton renversé, là où une photo de mariage dépassait. Je l'ai ramassé. Le verre était fendu en diagonale, juste sur mon visage. Mes doigts ont tremblé un peu, mais j'ai serré les lèvres. Je refusais de lui offrir ce spectacle, celui de la vieille qui s'effondre dans sa propre cour. « Ne vous inquiétez pas, si vous tenez à quelque chose, dites-le, » a ajouté Clara, avec une douceur fausse qui m'a glacée. Mais honnêtement, la plupart de ces trucs ne valent plus rien. Ma mère dit que garder autant de vieilleries, c'est un signe qu'on n'arrive pas à tourner la page. Je regardais autour de moi. Mes nappes soigneusement repassées reposaient en tas près du vieux rosier. Un album photo était ouvert sur le sol. Les pages gondolées, les souvenirs collés là depuis des décennies, boivaient la poussière. La petite Vierge en porcelaine que ma mère avait achetée à Lourdes était posée de travers dans une caisse. Le fauteuil où Paul s'endormait devant les matchs de foot trônait au milieu de la scène, déplacé comme un roi détrôné. Le ciel était d'un bleu clair, sans une trace de nuage, et le soleil d'octobre frappait les draps étalés sur le sol comme si quelqu'un les avait mis exprès à sécher. Je sentais la fraîcheur de l'air sur mes joues, et en dessous, quelque chose qui chauffait lentement. Le chagrin de ma sœur était encore frais et brûlant, mais la colère, elle, s'installait bas, solide, silencieuse. Ce n'était pas la première fois que Clara franchissait une frontière, mais ce jour-là, elle avait décidé de les effacer toutes d'un coup. Et Nicolas? Et je demandais, calmement. Ma voix surprenait moi-même, posée, presque neutre. « Il est au bureau », a-t-elle répondu, sans même lever les yeux. On a vu ça ensemble. Il m'a dit de gérer. Il fait confiance à mon sens pratique. Voilà. Ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement ce qu'elle faisait, mais ce qu'il laissait faire. Ce pavillon, Paul et moi l'avions payé centime par centime. Lui à l'usine, moi chez les autres, à faire le ménage et à garder leurs enfants. On avait signé notre premier prêt dans le bureau d'un notaire, à la mairie, avec les mains moites et le cœur gonflé. Cette maison, c'était notre fierté, notre refuge. Et maintenant, on me renvoyait à ma chambre avec un geste de la main comme une grand-mère qu'on range. Je me suis retournée sans un mot et je suis rentrée par la baie vitrée ouverte du salon. Le parquet craquait sous mes pas comme pour me prévenir que chaque mètre que je franchissais comptait. Le salon semblait vidé de son âme. La bibliothèque avait des trous comme des dents arrachées. Des cadres manquaient au mur, laissant des rectangles plus clairs. J'ai traversé cette pièce dénudée pour y joindre la cuisine. Les carreaux blancs brillaient d'un éclat trop neuf, odeur de produits ménagers et de javel. Sur la table, un tas de courriers ouverts, un classeur éventré, un péno abandonné. Le portable de Clara vibrait dans un coin oublié quelques secondes, preuve qu'elle n'avait plus peur de se faire surprendre. J'ai mis de l'eau à bouillir dans ma vieille bouilloire et j'ai sorti mon petit carnet à couverture cartonnée, celui où je notais d'habitude les rendez-vous chez le médecin, les courses et parfois 2-3 pensées avant de dormir. J'ai inscrit la date, puis l'heure. Ensuite, j'ai écrit, lentement, chaque mot comme un clou que l'on plante dans une planche. Retour de l'enterrement de Louise,
À mon arrivée, retrouve mes affaires dans la cour, jetées à terre. Clara parle de grand nettoyage. Courrier ouvert sur la table. Le sifflement de la bouilloire m'a ramené à la réalité. J'ai préparé un café serré comme j'aime, le genre de gothard que Paul appelait du goudron. Je me suis assise, à côté du carnet, le téléphone fixe. Je savais déjà quel numéro composer. Cela faisait des années que je gardais ce réflexe en fond de tête, comme un vieux réflexe de survie. J'ai appelé le cabinet de Maître Dubois. C'était lui qui avait supervisé l'achat de la maison, réglé les formalités pour la succession de Paul, vérifié le testament de mes parents. Avec lui, rien n'était jamais laissé au hasard. « Jeanne, je suis désolée pour ta sœur », a-t-il dit dès qu'il a entendu ma voix. « Tu es rentrée quand ?»« Ce matin, et je crois que je suis rentrée au bon moment. Il faut que tu viennes. On touche à ce qui n'appartient qu'à moi. » Il n'a posé que quelques questions, les bonnes, rapides. Puis il a promis de passer en début d'après-midi. J'ai raccroché, j'ai bu mon café, et l'amertume sur ma langue m'a semblé douce comparée à ce que je ressentais. Je suis retournée dans la cour, le cahier dans une main, mon téléphone dans l'autre. J'ai commencé à faire des photos. De tout. Des piles de vêtements, des livres, des cadres photos, de la Vierge en porcelaine posée dans la poussière, des traces de meubles traînées sur le carrelage. J'ai noté les heures, les détails, les phrases que Clara lançait au téléphone. « Non mais tu verrais tout ce que j'ai déjà viré. Elle ne s'en rend même pas compte. De toute façon, elle n'en a plus longtemps à se mêler de tout ça. » Je me suis souvenue du jour où Nicolas me l'avait présentée, dans un petit bistrot près de la gare Pardieu. Elle avait été charmante. Un sourire franc, des compliments sur ma cuisine, des questions sur ma vie. J'avais pensé avec un vrai réalcement que mon fils avait bien choisi. On avait partagé des recettes, des astuces pour détacher les nappes, des confidences sur les familles compliquées. Elle me faisait rire. J'ai du mal à l'admettre aujourd'hui, mais c'est la vérité. Puis il y avait eu ces petites remarques, presque rien au début. « Ce buffet, Jeanne, il appartient à quel siècle? Tu devrais le vendre, ça prend de la place. Tu gardes encore les cahiers d'école de Nicolas, fais une photo et jette le reste, on est en 2024. Laisse-moi gérer tes prélèvements, tu t'y perds avec toutes ces histoires de banque. » À chaque fois, Nicolas disait que j'exagérais, que Clara voulait juste alléger ma charge mentale. J'avais cédé sur des détails pour ne pas faire d'histoire. Je me suis reculée d'un pas, puis d'un autre, croyant que c'était ça être souple avec les jeunes. Et un matin, je me retrouvais sur le bord de ma propre vie pour regarder une autre régnante centre. Lorsque Maître Dubois est arrivé l'après-midi, la lumière avait changé. Le soleil tapait plus bas, révélant la poussière en suspens dans le salon. Il s'est tenu sur le seuil quelques instants, le temps d'avaler la scène. Sa sacoche en cuir pendait au bout de son bras, lourde de dossiers. Il a retiré son manteau, m'a serré la main, puis il a suivi mon regard vers la cour. « Bon, » a-t-il soufflé, « on va s'asseoir à la cuisine. » Je lui ai tout raconté. Les mots sont sortis, sans larmes, rangés, organisés, comme mes notes. Il a regardé les photos sur mon téléphone, a tourné les pages de mon cahier marquées de dates et d'heures. « La première chose, a-t-il dit, en refermant le cahier, c'est de te rassurer. Personne ne peut vendre cette maison sans ta signature. L'acte de propriété est à ton nom, le cadastre aussi. Tant que tu respires et que tu n'as rien signé, tu es chez toi, ici. Ce qu'elle fait là, ce n'est pas légal. C'est peut-être encore maladroit pour l'instant, mais si on laisse faire, ça deviendra dangereux. Et qu'est-ce que je dois faire moi en attendant? Ce que tu fais déjà très bien. Tu observes, tu notes. Tu ne cries pas, tu ne signes rien, même pas un papier qui te paraît anodin. Tu n'acceptes pas qu'un notaire te reçoive sans moi. Et tu me préviens au moindre mouvement suspect. Je vais vérifier au service de la publicité foncière que rien n'a été lancé dans ton dos. Si besoin, on saisira le tribunal judiciaire en urgence pour demander au juge de verrouiller les choses. Le mot tribunal m'a été familier et étranger à la fois. Toute ma vie, j'avais essayé de tenir les problèmes à distance des robes noires et des bureaux en bois. Mais là, c'était ma maison, notre maison. Et si l'on devait aller jusque-là pour la protéger, alors tant pis pour ma peur des dossiers tamponnés. Les jours suivants, je me suis transformée en vigie. Entre 2 cafés et un passage à la boulangerie, je notais tout ce qui se passait sous ce toit. Clara passait des coups de fil constamment, avec cette voix légèrement accélérée qu'elle prenait quand elle s'excitait sur un projet. « Oui, le pavillon à Oulin dont je t'ai parlé, c'est celui de ma belle-mère. Non, mais elle n'y comprend rien ces temps-ci. Oui, bien sûr que ce sera libre. » Ces phrases, je les attrapais au vol.
Je les notais. Je n'avais plus l'âge de faire semblant de ne pas entendre. Un matin où elle était partie faire des courses, j'ai allumé l'ordinateur du salon. L'écran s'est réveillé tout seul, sans demander de mot de passe. Le compte mail de Clara était ouvert. Mon cœur battait trop vite dans ma poitrine, mais mes mains, elles, restaient étonnamment calmes. Dans la boîte de réception, j'ai vu défiler le nom d'une agence immobilière du quartier, Lumière Immobilier. Il y avait un message avec un objet évident, mise en vente pavillon secteur Oulin. En l'ouvrant, j'ai lu les mots maison de famille, fort potentiel, estimation autour de. Plus bas, le négociateur insistait sur la nécessité de vider les lieux avant toute visite sérieuse. Un autre message envoyé par Clara disait « Ma belle-mère est très âgée, un peu perdue. De toute façon, la maison reviendra à mon mari. On ne va pas chipoter sur les étapes. » Je suis restée là, un moment, devant l'écran, à sentir quelque chose se solidifier en moi. Ce n'était plus de la colère, c'était une détermination froide. Je savais désormais que ce n'était pas simplement une histoire de ménage de printemps. C'était un projet bien ficelé, et j'avais dans mes mains de quoi le démonter pièce par pièce. J'ai imprimé les échanges les plus parlants. J'ai pris des photos de l'écran avec mon téléphone. Puis, j'ai refermé tout, comme si je n'avais jamais touché à rien. L'ordinateur s'est rendormi en ronronnant. Dans le salon, l'horloge a sonné 11 heures. J'ai mis mon manteau, attrapé mon sac, et je suis partie à pied jusqu'à la cabinet de maître Dubois, près de la mairie. Son bureau donnait sur une petite place où les platanes n'en finissaient pas de perdre leurs feuilles. L'odeur de papier et de café froid m'a accueilli dès l'entrée. Il a lu les mails en silence, les sourcils de plus en plus serrés. « C'est parfait », a-t-il dit en refermant le cahier. « Parfait pour nous, j'entends. Elle vient d'écrire elle-même le scénario que nous raconterons au juge. » Il m'a parlé d'une consoeur, Maître Lefebvre, spécialisée dans tout ce qui touche aux successions, aux conflits immobiliers, aux familles qui se déchirent pour des mètres carrés. Le lendemain, elle était là, assise en face de moi, avec son tailleur sobre et son regard direct. « Jeanne, votre situation n'est pas rare, mais vous avez un avantage important. Vous avez gardé vos papiers, vous avez observé. Vous n'êtes pas resté dans le déni. La maison est à vous. Votre belle-fille se comporte comme si elle avait déjà un droit dessus. C'est précisément ce que la loi encadre. On va demander au juge des mesures conservatrices. En langage clair, on va mettre un verrou très visible sur votre maison. » Elle m'a expliqué les étapes, une par une. Un recours devant le tribunal judiciaire de Lyon, des pièces à joindre, des attestations de voisins. Nous avons évoqué M. Bernard, mon voisin d'en face, qui avait vu plusieurs fois des camionnettes venir charger des meubles pendant mon absence. Elle a parlé d'assignation, de juge des référés. Je ne retiens pas tous ces mots, mais je me souviens surtout de sa voix. Elle ne promettait pas de miracle. Elle promettait d'être précise. Et vous, Jeanne, votre rôle est simple. Vous restez vous-même, calme, présente. Vous ne vous mettez pas en colère. Vous continuez d'écrire dans votre cahier. Si elle amène encore des gens pour visiter, vous vous présentez poliment, comme la propriétaire. Vous ne les insultez pas, vous leur donnez seulement une information qu'ils n'oublieront pas. Je suis rentrée ce jour-là avec l'impression de marcher sur un trottoir un peu plus ferme. La maison était là, au bout de la rue, pareille et différente à la fois. J'ai posé la main sur le portail en fer, j'ai senti le froid du métal, et je me suis dit que tant que je pouvais sentir ça, je n'étais pas prête à céder. Quelques jours plus tard, en revenant de la boulangerie avec une baguette et quelques chouquettes pour les enfants, j'ai trouvé 2 inconnus dans mon salon. Un couple d'une trentaine d'années, bien habillé, un air un peu timide. Clara, au milieu, agitait les bras. « C'est une vraie opportunité. Le secteur est super demandé. Avec une cuisine ouverte et un coup de peinture, vous pouvez en faire quelque chose de très moderne. Ma belle-mère est d'accord pour... » Je suis entrée, j'ai posé le sac sur la table. « Bonjour, » j'ai dit. « Je suis Jeanne Martin. C'est moi, la propriétaire de la maison. » Le silence a été immédiat. On aurait entendu une fourmi éternuer. Le jeune homme a baissé les yeux. La jeune femme a dégluti. « Nous ne savions pas » a-t-elle guelbéillé. « C'est normal.
J'ai répondu avec un sourire tranquille. Quand on vient visiter, on ne sait pas toujours qui est qui. Mais je préfère que les choses soient claires. Tant que je suis là, cette maison n'est pas à vendre. Pas sans ma parole. Et ma parole, pour l'instant, c'est non. Je suis reparti dans la cuisine, sans claquer de porte, sans hausser la voix. 10 minutes plus tard, j'ai entendu la leur se refermer doucement. J'ai pris mon cahier, j'ai noté la date, l'heure et une description sommaire du couple. Ce n'étaient plus des anecdotes, c'était des lignes dans un dossier. Le jour de l'audience pour les mesures conservatrices est arrivé. Le ciel était chargé, une de ces journées de novembre où la lumière n'a jamais vraiment le temps de s'installer. Lucie, la stagiaire de maître Level, est venue me chercher. Nous avons pris le tram jusqu'au palais de justice, un bâtiment massif posé au bord du Rhône, avec ses grandes colonnes et ses marches qui donnent l'impression de monter vers un autre monde. Dans l'intérieur, l'air sentait le vieux bois, la poussière et la sueur des gens qui attendent leur tour. Les couloirs étaient pleins de silhouettes en robe noire, d'hommes en costumes trop grands, de femmes serrant des dossiers contre elles comme des boucliers. Nous avons attendu sur un banc jusqu'à ce qu'un huissier appelle mon nom. Dans la petite salle où nous sommes entrés, il y avait un bureau surlevé, 2 tables, quelques chaises. Le juge, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes fines, a levé brièvement la tête. Il avait le visage de ceux qui ont déjà tout entendu, du pire au dérisoire. Maître Lefebvre a pris la parole. Elle a déroulé l'histoire avec une clarté presque froide. L'achat de la maison il y a plus de 30 ans, le décès de mon mari, la mise à jour du titre de propriété à mon seul nom, l'arrivée de mon fils et de ma belle-fille, d'abord temporaire, puis comme une évidence jamais discutée, puis, doucement, le glissement. Les objets déplacés, les remarques sur ma prétendue confusion, les courriers ouverts, les meubles sortis, les visites organisées à mon insu, les mails à l'agence immobilière, les phrases où l'on me décrivait comme dépassée, perdue, en fin de parcours. Chaque élément était appuyé par un document. Mon cahier, les photos de la cour, les captures d'écran des mails, la déclaration écrite du voisin, même celle succincte du livreur qui avait porté un vieux buffet chez un dépôt-vente sur demande de Clara. L'avocat de Clara a essayé de minimiser. Il a parlé de malentendus, d'exagération, d'une belle-fille qui se retrouvait seule à gérer un patrimoine compliqué avec une belle-mère fragile. Il a prononcé des phrases comme inquiétude déraisonnable et résistance au changement. J'ai observé ma belle-fille au bout de la table. Elle avait choisi une robe sombre, un maquillage discret. Elle regardait le juge avec des yeux brillants, la bouche serrée dans une moue qui voulait dire qu'on lui faisait un mauvais procès. Il a lu à voix haute un mail où elle écrivait à l'agent immobilier « Elle ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe. De toute façon, la maison reviendra à mon mari. On préfère s'en occuper tant qu'elle est encore là. » Ce « tant qu'elle est encore là » a fait vibrer quelque chose dans la salle. Même l'avocate Clara a cessé de jouer avec son stylo. « C'est bien vous qui avez écrit cela ?» a demandé le juge. Clara a hésité une demi-seconde et a hoché la tête. « Oui, mais... » C'était sur le ton de la plaisanterie. Il n'a pas répondu. Il a simplement reporté son regard sur les feuilles. Puis il a pris la parole d'une voix sans colère, mais sans indulgence. Il a constaté, calmement, que la maison était en pleine propriété à mon nom, que je vivais sur place, que des démarches avaient été entreprises sans mon accord pour estimer et préparer une vente, que des meubles m'appartenant avaient été sortis sans mon consentement. Il a rappelé que le droit de propriété était un droit fondamental, que la vieillesse n'enlève pas ce droit et que les proches n'ont pas à se substituer aux propriétaires tant qu'aucun juge n'a constaté une incapacité. En conséquence, a-t-il conclu, le tribunal ordonne à titre conservateur l'interdiction d'inscrire tout acte de vente concernant ce bien sans la signature de Madame Jeanne Martin. Il est également interdit de procéder au déplacement ou à la cession du mobilier sans son accord express. Les mots tombaient en un, nets, sans effet de manche. Pourtant, pour moi, ils avaient le poids d'une digue qu'on me relevait. À la sortie, dans le couloir, il y a eu ces regards, ces petits signes de tête des gens qui avaient entendu une partie de l'histoire.
Pas de grandes effusions, juste des signes de reconnaissance silencieuse. Maître Lefebvre a rangé les dossiers dans sa sacoche. C'est une bonne étape. Ce n'est pas la fin, mais c'est un frein clair. Elle sait maintenant qu'elle ne peut pas jouer avec la maison comme avec une chaise. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit merci avec la voix de quelqu'un qui sait que ce merci-là dépasse largement la politesse. Le tram nous a ramenés vers Oulin. Derrière la vitre, la ville défilait, avec ses immeubles, ses commerces, ses gens pressés. Des vies entières comme la mienne coincées dans des gouttes de temps anonymes. Je me suis demandé combien d'autres femmes rentraient chez elles ce jour-là avec un jugement dans le sac. Une décision qui leur disait simplement « Vous n'êtes pas folle, vous n'inventez pas, on vous a vraiment fait du tort. » À la maison, tout semblait en suspens. Le salon avec ses trous, la cuisine trop propre, la cour, où les feuilles mortes avaient commencé à se mêler aux derniers papiers oubliés. Clara était dans la chambre, occupée à je ne sais quoi. Nicolas n'était pas là. J'ai accroché mon manteau, je me suis préparé un thé et je me suis assise face à la fenêtre. Les jours qui suivirent auront un goût étrange. Rien ne s'est passé dans l'immédiat. Pas de scène spectaculaire, pas de valise jetée dans l'escalier. Clara a continué à faire prétendre que tout allait bien, mais quelque chose dans sa façon de se déplacer avait changé. Elle ne claquait plus les portes, elle baissait la voix au téléphone. Elle aussi avait reçu la copie de l'ordonnance du juge. Un papier blanc avec un tampon bleu qui lui disait qu'elle s'était trop avancée. C'est Nicolas qui a brisé le silence le premier. Une semaine après l'audience, il est venu me trouver dans la cuisine après dîner. Il avait cette tête de petit garçon pris en faute, celle qu'il faisait quand il revenait de l'école avec une mauvaise note. « Maman » a-t-il commencé, en posant les mains à plat sur la table. « Je crois que je me suis plantée. » Je l'ai regardé longtemps. J'ai vu en même temps l'homme en chemise froissée et l'enfant en short qui pleurait avec le genou écrevé. « Tu t'es planté où exactement ?» ai-je demandé. Quand Clara me disait que tu commençais à perdre la tête, que tu ne comprenais plus grand-chose à ce qui se passe, je l'ai cru. J'ai préféré la croire elle plutôt que toi. C'était plus simple. Je me disais que tu étais fatiguée, que c'était normal à ton âge. Je n'ai pas voulu voir plus loin. Et maintenant, il montrait du menton le dossier du juge posé sur le buffet. Maintenant, je vois que c'est toi qui as été lucide et moi, je n'ai rien vu. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'ai pas envie d'avoir raison contre mon fils. J'aurais préféré 100 fois qu'il ait raison et que tout ça soit un malentendu. Mais la vie ne demande jamais notre avis. Nicolas, j'ai fini par dire, je n'ai jamais voulu te mettre au milieu. Je ne veux pas t'arracher à ta femme. Je veux juste que tu comprennes que cette maison, ce n'est pas un chiffre sur un papier. C'est la vie que ton père et moi avons construite brique par brique. Quand quelqu'un vient m'expliquer qu'il va s'en occuper à ma place parce que je suis en trop, je ne peux pas rester là regarder. Sinon, je trahirai tout ce que j'ai été. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Il m'a promis d'être plus présent, de ne plus laisser les décisions importantes se prendre à sa place. Ce sont des promesses qui, je le sais, se testent dans le temps. Mais je les ai accueillies comme on accueille un rayon de soleil entre deux clumages. Pas comme une garantie, plutôt comme un signe que quelque chose peut encore se réparer. Clara, quelques semaines plus tard, a fait sa valise. Elle a annoncé qu'elle allait prendre du recul chez ses parents. Elle a prononcé ces mots comme s'il s'agissait d'une retraite spirituelle choisie et non de la conséquence de ses manœuvres. Avant de partir, elle a tenu à me parler seule. « Vous auriez pu venir me parler au lieu de courir chez les avocats. On est une famille, on règle les choses entre nous. Je t'ai parlé des dizaines de fois quand tu ouvrais mon courrier, quand tu réorganisais la maison, quand tu proposais de gérer mes comptes. Tu n'as rien voulu entendre. Tu voulais que je dise oui. Ce n'est pas pareil. Alors à un moment, j'ai parlé à quelqu'un qui écoute, même si ce quelqu'un porte une robe noire. » Elle a détourné les yeux, incapable de soutenir mon regard. Elle a marmonné quelque chose sur le fait que j'avais brisé la confiance. Puis elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit soc.
J'ai eu envie de m'effondrer sur la première chaise venue. À la place, j'ai respiré profondément et je suis allée faire du thé. Il n'y a eu pas de triomphe, pas de sensation d'avoir gagné. Je n'ai pas ressenti ce plaisir amer que certaines personnes ont quand elles disent « Je te l'avais bien dit !» J'ai surtout senti un grand vide. Et au milieu de ce vide, un noyau solide. La maison était debout. Moi aussi. Les mois ont passé. Le quotidien s'est remis à couler, goutte à goutte. J'ai réessé les rideaux que Clara avait rangés à la cave. J'ai remis les photos à leur place sur le meuble en chêne. J'ai accroché dans le couloir le portrait de Paul, que j'avais retiré par peur de le voir se prendre la poussière dans un carton. Les fleurs du jardin, que je n'avais pas eu la force de tailler pendant tout ce temps, sont reparties de plus belle au printemps suivant. Avec Maître Dubois et Maître Lefebvre, nous avons revu mon testament. J'ai décidé d'écrire noir sur blanc ce que je voulais pour cette maison lorsque je ne serai plus là. Pas pour punir qui que ce soit, pour éviter à ce qui reste des guerres absurdes. On a ajouté des clauses, clarifié des choses. Je les ai laissés manier les termes techniques, mais je savais que chaque phrase avait un sens très concret. Cela disait à tout le monde, et surtout à moi, que je n'étais pas un paquet que l'on déplace, mais un sujet qui décide. Mon cahier, qui avait commencé comme un carnet de preuves, est devenu autre chose, une sorte de journal de bord. J'y notais encore, par réflexe, les petites choses importantes, les rendez-vous chez le cardiologue, le passage du facteur, mais aussi les détails qui, auparavant, m'auraient semblé insignifiants. Aujourd'hui, l'odeur du pain chaud arrivait jusqu'au portail. La petite voisine m'a apporté un dessin. Rêvé de Paul, il souriait, assis sur le muret. Mes petits-enfants ont pris l'habitude de venir plus souvent. Ils coursaient dans le couloir, se disputaient pour savoir qui allait nourrir le chat, s'asseyaient en rond autour de la table de la cuisine pour manger le gâteau au yaourt. Une fois, ma petite fille Léa s'est arrêtée devant une photo en noir et blanc où l'on me voyait jeune, en robe cintrée sur une plage de Normandie. « Mamie, c'est toi là ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Oui, c'était moi, à 20 ans, à Trouville. »« Tu étais trop belle !» a-t-elle dit, très sérieusement. Je l'ai regardée, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je ne me voyais pas seulement comme une vieille dame en lutte pour garder ses murs, je me voyais comme une continuité, comme cette jeune fille qui avait cru que le monde lui appartenait, puis comme la femme qui avait compris que défendre un bout de monde, parfois, ça veut dire non. Le soir, quand la maison s'assoupit enfin, j'aime m'asseoir dans le salon, lumière tamisée, et écouter les petits bruits familiers, le tic-tac de l'horloge, le ronronnement discret du frigo, un camion qui passe au loin. Je repense aux journées où tout cela a failli m'être arraché. Je me revois debout dans la cour, mes affaires sur le sol, ma vie dispersée. Je me revois au tribunal, assis sur une chaise dure, les mains croisées sur mes genoux. On pourrait croire que cette histoire m'a rendue dure, méfiante, amère. C'est vrai que je suis plus vigilante, je lis les papiers au lieu de les poser sur le buffet en me disant que je verrai ça demain. Je connais le numéro du cabinet de mon avocat par cœur. Mais je n'ai pas perdu l'envie de faire un café pour quelqu'un qui passe, ni de raconter une anecdote d'autrefois à qui veut l'entendre. Si une voisine vient se plaindre de sa belle-fille qui commence à tout gérer, je l'écoute jusqu'au bout. Puis je lui dis, sans lui faire la leçon, ce que j'ai compris. Qu'on a le droit de demander des explications, qu'on a le droit de dire non, qu'on a le droit d'aller à la mairie, au notaire, au tribunal s'il le faut. Je lui dis que se taire n'est pas toujours un signe de sagesse, que parfois le silence devient le meilleur allié de ceux qui veulent nous effacer. La majorité des gens préfèrent éviter les histoires. Moi aussi, j'ai longtemps préféré ça. Mais ce que j'ai appris, ici, dans ce pavillon coincé entre deux autres pavillons, avec ses volets un peu vétustes et son jardin de travers, c'est que la paix n'est pas l'absence de conflit. C'est la certitude, quand on se couche le soir, de ne s'être pas trahi soi-même. Aujourd'hui, quand j'ouvre la porte le matin et que je sens l'air de la banlieue mionnase me piquer le visage, je sais que je suis chez moi. Je sais que ce chez moi ne se résume pas à des briques, à des tuiles, à un compteur d'eau ou à une taxe foncière. C'est un lieu où ma voix compte, où mes souvenirs ont droit de citer, où ma présence n'est pas tolérée, mais reconnue. Un jour viendra où je ne monterai plus l'escalier aussi facilement,
Un jour viendra où d'autres décideront à ma place parce que je n'en aurai plus la force. Mais encore ce jour n'est pas là. Et en attendant, si quelqu'un tente encore de me pousser doucement vers la sortie en nom de son confort, je saurai faire ce que j'ai déjà fait. Prendre un cahier, noter, appeler les bonnes personnes, me tenir droite. On dit que les vieilles femmes sont invisibles. C'est vrai, parfois quand on croise les regards dans le métro ou au supermarché. Mais ce que cette histoire m'a appris, c'est que invisible ne veut pas dire effaçable. Quand on a construit un foyer, élevé des enfants, aimé un homme, enterré des sœurs, on ne disparaît pas parce que quelqu'un a décidé qu'il était temps de tourner la page. Je suis Jeanne Martin. J'habite un pavillon banal dans une banlieue française. Je bois mon café un peu trop fort. J'oublie parfois où j'ai posé mes lunettes. Mais une chose est certaine. Je ne suis pas prête à sortir de ma propre histoire. Celui qui voudra écrire la fin à ma place devra d'abord apprendre à me regarder en face et à écouter ce que dit mon silence.